Donc bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Bordeaux pour ceux qui ne sont pas familiers de Bordeaux, bienvenue en France pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de la France, et merci à vous, à tout le monde, à celles et ceux qui ont fait un long voyage, celles et ceux qui n'ont pas voyagé mais qui sont là et qui ont consacré du temps. Donc un grand merci à toute l'équipe qui a porté ce projet, un grand merci aux panélistes qui ont proposé des communications et un grand merci évidemment à ceux qui nous ont accompagnés financièrement, c'est-à-dire la chaire Dianaté, un projet région qui porte sur les questions de diaspora et de transculturalité, donc qui nous a beaucoup soutenus sur ce projet-là. Le laboratoire Les Afriques dans le monde, hébergé ici à Bordeaux, l'université Bordeaux-Montaigne et le projet Visa, aussi le projet Visa qui est un autre projet région. Donc la région Nouvelle-Aquitaine est très présente d'un point de vue institutionnel dans ce projet-là. Et on remercie Robert de la Zone Rouge que vous avez pu croiser tout à l'heure qui va revenir. Voilà, on est très heureux de pouvoir organiser cet événement ici en ville, dans le jargon un peu de la diplomatie culturelle, on appelle ça organiser des activités hors les murs, c'est-à-dire hors des murs de l'université, et on trouve que c'est tout à fait intéressant de créer des espaces où le monde académique peut rencontrer d'autres mondes, puisque finalement c'est le même monde. Donc on remercie évidemment le comité scientifique, je ne vais pas tous les nommer, mais je tiens quand même à dire quand on a pensé ce projet-là, on a tenu à faire en sorte que ce comité scientifique reflète un petit peu diverses disciplines, diverses institutions et divers paysages institutionnels. Mais je vous invite à aller voir le document qui est en ligne. Donc, Sylvain Racco, c'est mon nom. Moi, je suis enseignant-chercheur en géographie. J'étais enseignant-chercheur ici à l'Université Bordeaux-Montaigne. Maintenant, je suis appelé à d'autres fonctions à l'Institut français de recherche à Nairobi, au Kenya, mais je suis là, voilà, comme certaines et certains, j'ai voyagé pour faire en sorte que ce projet qu'on a réfléchi depuis, ça fait un an maintenant, chers amis, je crois qu'il y a un an, on s'asseyait pour la première fois, et on s'était dit, donc là je vous expliquais un petit peu la genèse du projet, et on s'était dit quand même, en études africaines, le Cameroun a été quand même un exemple important à partir desquels on a pu élaborer des théories, des systèmes explicatifs, etc. Et qu'en est-il aujourd'hui? On va voir, au laboratoire Les Afriques dans le monde, il y a une équipe de chercheurs juniors, ils ne sont pas là, vous les verrez, je m'inclus aussi, de chercheurs qui travaillent donc, en études africaines et de près ou de manière plus ou moins indirecte sur le Cameroun. Et on s'était dit qu'on pouvait saisir l'actualité politique du Cameroun, c'est une année électorale, pour essayer de montrer, du moins dans le champ de la recherche, pas française mais francophone du moins, qu'est-ce qui se faisait, voilà, sur qu'est-ce qu'on pensait, faire un état des lieux sur les études sur le Cameroun, pour le Cameroun, par le Cameroun, bref. Donc l'idée c'était d'organiser un espace d'échange donc académique, voilà. On a joué le jeu, comité scientifique, appel à articles, sélection, etc. Il y a toute cette partie-là. Et puis la partie qui va suivre en deuxième partie de l'après-midi, c'est une table ronde. Table ronde au cours de laquelle on va essayer de croiser des points de vue, des expériences à travers des profils professionnels, académiques, sociaux. Voilà. Donc on a à cœur d'essayer de trouver des passerelles entre le monde de la science et puis là, ce qu'on appelle, avec de gros guillemets, la société civile. On avait pour objectif de nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, faire un état des lieux, qu'est-ce que une partie de la recherche francophone, on n'a pas prétention évidemment à être représentatif de toute la recherche, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Cameroun, qu'est-ce que ça nous dit sur les études africaines, mais aussi, à rebours, qu'est-ce que le Cameroun nous dit sur des questions plus globales, les questions électorales, les questions de circulation, de diaspora,
question d'économie politique. Voilà, c'est un peu le grand objectif de ces deux journées. Donc les chercheurs juniors, ils sont, ça ne vous gêne pas, je vous appelle les chercheurs juniors, hein, vous n'avez pas encore des cheveux blancs. Donc les chercheurs juniors, ils sont 4, et c'est à partir de leurs travaux respectifs qu'on a organisé en gros les 4 thématiques de ce colloque international, c'est le terme, hein, on a voyagé. Certains ont demandé des visas, ont eu du stress, etc. Donc c'est un colloque international, voilà, qui est organisé autour de 4 axes qui reflètent donc les travaux, les thèses qui sont en cours à des stades plus ou moins avancés, et vous aurez l'occasion de les écouter d'ici demain. L'objectif, c'est évidemment voilà, de faire un état des lieux et de faire progresser la pensée, mais on a aussi des objectifs tout à fait tangibles. Hein, on espère bien qu'à l'issue de ce colloque, d'ici, bon pas après-demain, ni la semaine prochaine, mais d'ici quelques mois, peut-être l'horizon 2026, on puisse avoir une publication. On a quelques leviers. Voilà, on a quelques leviers et des collections qui sont tout à fait pertinentes. Donc j'invite ceux qui n'auraient pas eu le temps d'envoyer encore leur texte, hein, d'accord, c'est pas grave, mais il y a quand même une vraie échéance, un vrai objectif de publication à l'issue de ce colloque qui pourra prendre la forme. Ça, ce sera demain en fin de journée. Hein, toutes les forces vives sont invitées, qui pourra prendre des formes variées, un bouquin, un numéro de revue. Enfin, voilà, on est encore libre. Le programme, je le présente très rapidement, mais pas en détail. Hein. Donc, après cette brève introduction et partie protocolaire, nous aurons le plaisir d'écouter Marie-Emmanuelle Pomerol, qui est enseignante-chercheur, qui a commis un ouvrage que vous avez peut-être lu, parcouru, voilà, s'il te plaît, voilà celui-ci, qui est je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire publiquement, qui est un remarquable ouvrage, non seulement d'un point de vue du fond, mais aussi de la forme. Moi, je trouve que quand je vais faire cet exercice, je vais m'inspirer de... Donc, c'est la publication d'une HDR, une habilitation à diriger des recherches, et je trouve que sur la mécanique, c'est vraiment... Je dis pas ça parce que c'est mon ami, c'est plus ma chef, elle a été ma chef, mais c'est plus ma chef. C'est vraiment un ouvrage remarquable qui, moi j'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a fait réfléchir par rapport à mes représentations, etc. Donc voilà, elle va en parler, et on a proposé vraiment de lui donner un rôle important dans cette conférence, à l'introduction des échanges. Le premier panel donc, sera modéré par notre ami Roger Oyono, voilà, qui va porter sur les questions politiques, pas seulement électorales, mais de production et de reproduction de pouvoir. Il présentera son panel tout à l'heure, mais c'était je pense, dans l'articulation directe de la présentation de Marie-Emmanuelle. Voilà, c'est ce qu'on va écouter juste après. Et puis ensuite, il y aura une table ronde que j'ai rapidement présentée, que je présenterai à nouveau quand les panélistes seront là. Donc demain, il y a une seconde grande journée. Ce sera à l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc on aura 3 autres panels. On commencera la matinée avec des travaux portés par Luc Yaovi, qui est au fond, voilà, qui est aussi doctorant à l'âme. Donc qu'on a intitulé de manière très large économie politique, avec des entrées variées. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter le panel organisé par Thomas Jourda, qui est aussi doctorant à l'âme, sur les questions de circulation, de lien entre ville et campagne, avec des travaux. Il y en a un qui, voilà, il le sait, il est là. On a préparé un peu on a réfléchi sur son travail. Il fait le modeste, mais je pense qu'on va beaucoup apprendre et échanger. L'idée, c'est de faire progresser la science. Il faut se poser des questions, il ne faut pas hésiter à se remettre en cause et à essayer de voir les choses avec une autre perspective. Donc demain, je sais qu'il y aura une intervention tout à fait stimulante. Oui, il y en aura de très nombreuses. Et on clôturera donc ce colloque avec une dernière session organisée par Liana Lebro, qui est aussi doctorante, qui travaille sur les questions de circulation, de diaspora, de réseau, d'alimentation, avec des travaux tout à fait pertinents. Et puis voilà, ensuite il y aura un petit créneau pour discuter de l'éventuelle étape suivante. Voilà, cette introduction est terminée.
Et maintenant, je vais vous proposer d'écouter attentivement Marie-Emmanuelle Pommerol. On est dans les temps, c'est quand même remarquable. Et je vous remercie. Donc, on va te laisser la parole pour une quinzaine, vingtaine de minutes. Je m'arrêterai quand... tu t'arrêteras. Donc moi, je vais avoir le rôle un peu du sale flic pendant ces 2 jours, donc tenir un peu la montre. S'il y a des gens, quand on va proposer, je le dis, voilà, quand on va proposer des questions, c'est-à-dire qu'on attend une question, pas un commentaire de 5 minutes, et avec une ou 2 pauvres questions. Donc ce qui nous intéresse, c'est la question. Un commentaire qui pourra prendre la forme d'1, 2, 3 phrases, d'accord, et une vraie question. D'accord ? Ça va, c'est pour l'esprit. Je vais applaudir cette conférence et beaucoup applaudir pour lancer les hostilités. On va essayer de se faire plaisir aussi, d'accord, ça demande un effort à tout le monde. On va essayer de se faire plaisir de manière intelligente. Allez, merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Sylvain. C'est un plaisir de se voir ici. On a l'habitude de se voir à Nairobi d'habitude. On se manque à Chang et désormais on se revoit à Bordeaux. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation et merci pour ce travail à la fois qui est un peu l'essence de ton travail de coopération scientifique et de valorisation des travaux des jeunes chercheurs. Je trouve que c'est l'une de nos missions premières et voilà, et on le fait plus ou moins bien et Sylvain le fait particulièrement bien, donc je te remercie. Merci aussi à Roger Oyono et Luc Yaovi Kwasi qui m'ont invité à venir parmi vous aujourd'hui et qui par là font vivre aussi les études camerounaises si ça existe. Alors justement, je voulais commencer par là. Par dire, au départ, quand on a discuté un petit peu de la conférence, j'avais un petit malaise par rapport au fait que c'était une conférence qui assumait finalement une forme de nationalisme scientifique ou nationalisme épistémique, c'est-à-dire qui estimait que le Cameroun en lui-même était un objet de questionnement, de recherche, c'était une problématique en soi. Alors c'est un positionnement, on va revenir là-dessus, qui est intéressant, mais qui peut être un peu discutable, au sens où le risque, évidemment, c'est d'évacuer la comparaison. Si on s'attelle à ne regarder que au travers, dans le cadre de ces frontières. Et en même temps, c'est un choix qui s'explique pour plein de raisons que Sylvain a déjà un petit peu évoquées. Le fait qu'il y a un foisonnement d'études en sciences sociales qui travaillent à partir du Cameroun. Et ce foisonnement, il est lié au fait qu'il y a un dynamisme, évidemment, de l'enseignement supérieur au Cameroun, en sciences sociales, et puis des réseaux de coopération dynamiques aussi, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, entre la France et le Cameroun. Comme tu le disais, c'est aussi un pays à partir duquel, qui a été un peu matrice de certains concepts, en tout cas en sciences politiques, la politique du ventre, le néopatrimonialisme, et donc qui forcément a suscité ensuite d'autres travaux venant les discuter. Et puis aussi, et c'est là où le malaise arrive un petit peu, c'est que ce nationalisme épistémique, évidemment, c'est pas complètement étranger au fait qu'il y a un nationalisme très très fort, un nationalisme ordinaire et politique au Cameroun, qui a tendance parfois à s'articuler au champ scientifique, et donc dont il faut, à mon avis, contrôler les effets. Et je crois que c'est un peu ce qu'on peut faire, notamment en utilisant des sciences sociales qui soient des sciences sociales comparées. Alors, ceci étant dit, évidemment, moi je suis ravie de parler du Cameroun, même si ce n'est pas le seul pays à partir duquel je réfléchis. Et c'est aussi ça qui permet peut-être, et je pense que c'est la même chose pour Sylvain, d'être toujours dans une dimension comparée dans l'analyse, de réfléchir à partir de plusieurs terrains. Alors c'est un luxe, en même temps c'est un investissement.
Donc dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de répondre à quelques questions sur cette singularité camerounaise, ou à la fois en termes de situation politique, donc moi je suis politiste, hein, et puis les singularités dans les manières d'appréhender aussi ce contexte. Voilà, comment est produite un peu la science ou les sciences sociales sur le Cameroun, et une forme de réflexivité qui permet aussi d'être prudent quand on avance certaines analyses. Donc voilà, les quelques éléments que je donnerai ici, ils sont tirés donc de cet ouvrage qui est paru en octobre chez Cartala, et puis ou alors de réflexions antérieures, ultérieures, ou liées à la réception de l'ouvrage que j'ai présenté au mois de mars dans différents endroits entre Yaoundé et Tchang. Alors j'ai 4 questions auxquelles je vais essayer de répondre. Une première question, c'est comment et peut-on parler du Cameroun dans cette période d'incertitude politique? Deuxième question, peut-on et comment parler du Cameroun alors que tout aurait été dit, et surtout que rien ne change, entre guillemets, hein, troisième question, peut-on parler du Cameroun autrement qu'en prenant une position politique ou morale? Et enfin, dernière question, qui a le droit de parler du Cameroun? Alors, première question, est-ce qu'on peut finalement dire des choses sur le contexte politique actuel, sur le système même politique, alors qu'on sait qu'il va y avoir un changement? On ne sait pas du tout sous quelle forme, mais il y a plusieurs éléments, évidemment, qui nous laissent penser qu'il peut y avoir un changement. Le premier étant l'âge du président, et le fait que le président soit central dans le système politique, de rente, etc. Et puis également les élections, mais finalement ça paraît un peu mineur par rapport à ce qui me semble le plus important, qui est l'âge du président et la finitude de la vie en général. Et on voit bien que cette question-là de l'incertitude, elle produit une anxiété assez forte, hein. Alors, pas forcément dans la société, ça sera à discuter, mais chez les institutionnels, un petit peu chez les analystes en général. Je le vois avec le nombre de sollicitations par les organisations internationales ou les ministères français qui viennent demander aux spécialistes du Cameroun les scénarios possibles pour les mois à venir, les risques, etc. etc. Alors cette incertitude, elle peut produire du savoir, bien sûr, mais elle est assez délétère en termes de compétition politique, parce que la démocratie, c'est la gestion de l'incertitude. Or là, évidemment, on est dans un système qui a pas mal de mal à gérer cette incertitude. Et plus fondamentalement, la question pour les sciences sociales ou le chercheur, c'est si je propose une analyse maintenant, alors que tout va changer dans quelques mois, est-ce que je ne vais pas dire des bêtises, en fait? Est-ce que tout ne va pas être remis en cause dans quelques mois? C'est un peu ce que disait, après coup, Béatrice Ibou, quand elle avait sorti son livre sur la Tunisie, La force de l'obéissance, pour montrer la consolidation du régime Ben Ali par les réseaux économiques, etc. Et paf, révolution. Évidemment, tout le monde a été lui chercher des noises là-dessus. Mais en fait, ce qu'elle montrait, et c'est ce que j'ai envie de dire ici, c'est que deux choses, c'est-à-dire il faut écrire avec prudence, il faut proposer des analyses avec prudence, et puis surtout, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est finalement un moyen d'analyser de quoi l'ordre social et l'ordre politique est fait aujourd'hui, parce qu'une crise ou un changement, évidemment, ne remet jamais en cause l'ensemble des fondations sociales, des relations sociales, dans une société ou un système politique.
Donc, produire des analyses aujourd'hui, c'est dire quelle est la consistance de l'ordre politique, quelles sont les formes de légitimation politique, par exemple, qui peuvent s'effondrer à un moment, mais qui sont un registre parmi d'autres de la domination politique. Et puis écrire avec prudence, c'est-à-dire analyser des situations qu'on pense comme étant fluides, qu'on pense comme étant réversibles, des rapports de domination que l'on pense dans la relation, et non pas dans quelque chose qui est figé. Et c'est pour ça que ça m'intéressait dans l'ouvrage d'utiliser cette notion de loyauté sur laquelle je reviendrai très très rapidement, parce cette notion de la loyauté, qui est plus une notion qui permet de comprendre la consolidation du pouvoir, elle est adossée à deux autres chez Hirschman, c'est exit et voice, c'est-à-dire le fait de contester ou le fait de sortir d'un système politique. Et il montre bien qu'il y a des passerelles, évidemment, qu'il s'agit d'un continuum, et donc que toute pratique sociale ou toute pratique politique est réversible. Alors, peut-on parler du Cameroun alors que tout aurait été dit et que finalement rien n'a changé depuis presque 65 ans? Alors, effectivement, on a des matrices qui sont très fortes, la politique du ventre, le néopatrimonialisme, qui parlent surtout d'échanges clientélaires, d'échanges matériels, mais aussi de discipline, et qui proposent quand même des formes de légitimation du politique au travers de l'accumulation, de la redistribution, etc. Moi, ce qui m'a paru important ici, c'est de travailler, si vous voulez déplacer un petit peu la focale, travailler sur les pratiques sociales un peu plus ordinaires, certaines pratiques professionnelles ou certaines pratiques politiques plus ordinaires, qui ne soient pas justement dans l'échange matériel uniquement, ou dans le rapport de domination ou le rapport d'obéissance. Donc l'idée de travailler sur comment on s'engage dans des institutions, quelle est la vie sociale de ces institutions, au-delà de toute légitimation morale. L'intérêt, me semble-t-il, de travailler sur ces pratiques de loyauté, c'est que on travaille dans la fonction publique, on travaille pour une ONG, on va voter. Ces éléments-là sont des actes, on va dire, ordinaires de la vie citoyenne ou de la vie sociale, mais qui sont ensuite récupérés par les élites au pouvoir pour démontrer une forme de légitimation. Donc c'est cette distinction entre légitimation morale d'un côté et légitimation pratique de l'autre qui m'a semblé importante pour démontrer qu'il n'y a pas toujours une adhésion au système clientélaire, une adhésion à la politique du ventre, par exemple. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le plus important, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on peut parler du Cameroun alors que rien n'a changé? Donc, c'est la fameuse expression de Fred Eboko et... j'ai oublié son nom. Patrick Awono, pardon, sur l'état stationnaire. Donc, c'est vrai que c'est une très belle expression et qui recouvre certains éléments, me semble-t-il, de l'ordre politique, la reproduction des élites, et surtout l'effet de cette reproduction ad vitam aeternam du corps des élites sur l'action publique. Le fait que quand vous avez été ministre 20 ans, il est plus difficile d'innover en termes d'action publique. Et ça se voit très bien dans l'immobilité du paysage des infrastructures, par exemple, voire leur dégradation. Donc pour ça, il me semble que c'est intéressant de parler d'état stationnaire en termes de corps dirigeant, action publique. Mais cette expression permet pas d'englober, me semble-t-il, toutes les failles, toutes les crises en fait, qui traversent cet ordre politique. Des crises, il y en a
quasiment envie de dire des monstrueuses en fait, hein, dans l'extrême nord du Cameroun depuis 10 ans, dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016. Régions dans lesquelles vous avez des insurrections et vous avez des politiques de contre-insurrection, donc des véritables guerres qui résonnent très fortement d'ailleurs pour certains modes de répression avec ce qui s'est passé dans les années 60. Donc ces crises-là, puisqu'on appelle par exemple la guerre dans les régions anglophones, on l'appelle la crise anglophone, évidemment en forme d'euphémisation. Ces crises-là, elles sont souvent réduites à la question de la gestion de la périphérie ou à la question du djihadisme, du terrorisme, évidemment. Mais on voit bien qu'elles s'adressent bien plus au mode de gouvernement national et au mode du gouvernement de ces dites périphéries, tout en s'adressant aussi aux modes de gouvernement locaux. Puisque, par exemple, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce sont bien les autorités coutumières locales qui sont remises en cause, ce sont bien les faunes et les différents rois qui sont exilés à Yaoundé. Et c'est donc bien cet ordre social et politique local, évidemment articulé à l'ordre politique national, qui sont remises en cause avec une espèce de revanche des cadets sociaux, pour reprendre les termes de Bayard. Donc ces crises-là, elles sont saillantes et elles ne peuvent pas, on ne peut pas laisser croire que le Cameroun ne connaît pas d'évolution majeure depuis une dizaine d'années, une forme de dégradation du contrat social et qui a évidemment des crises qui ont des effets sur le reste du territoire. Et puis cette expression-là d'état stationnaire, elle ne permet pas non plus de déceler les effets en fait de la vie sociale des institutions. Les institutions de pouvoir, et les institutions économiques, etc., elles sont évidemment investies par des acteurs politiques, sociaux, qui viennent avec des aspirations, des ressources, et qui font bouger le fonctionnement de ces institutions, qui ne se reproduisent pas ad vitam aeternam. Deux exemples très rapides. 2018, l'élection, qui est suivie par une crise majeure, puisqu'on réprime, on enferme des centaines de militants et le candidat arrivé deuxième aux élections. On voit bien qu'ici, il y a eu quelque chose dans la façon dont dont étaient produites les élections qui a débordé la capacité de contrôle de la part des dirigeants. Il y a eu un vote massif qui était apparemment pas conforme à ce qui était attendu et les institutions ont été débordées par l'engagement citoyen au sein des LECAM, dans les urnes, etc. Et il a fallu redresser le vote de manière particulièrement répressive. Bon, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les crises humanitaires, le fait que depuis 10 ans, il y a l'investissement de certains territoires par des organisations internationales, des nouveaux acteurs de l'humanitaire, qui viennent distordre un peu les modalités de l'action publique dans l'Est, dans l'Ouest, qui remettent en cause un peu les administrations dans ces régions. Alors, je vais aller très vite. J'ai encore deux toutes petites questions qui sont donc davantage liées, peut-être d'une forme de réflexivité sur les sciences sociales, la production des sciences sociales au Cameroun, ou sur le Cameroun plutôt. Donc, peut-on parler du Cameroun sans prendre position ? Alors, ça on le sait, le champ universitaire, c'est un champ universitaire qui est bureaucratisé quelque part, mais qui du coup est aussi politisé. Cette politisation, elle se fait de manière très polarisée, et ça c'est un héritage de longue date d'un espace politique qui est né d'une guerre civile dans les années 60. Un champ universitaire qui est politisé,
une critique universitaire par des gens comme Achille Mbembe, Jean-Marc Ella, Fabien Eboussi-Boulaga, qui sont considérés comme voilà, des universitaires extrêmement solides, critiques, mais dont on voit bien qu'ils ont un discours qui est aussi moral. Ils ont tous, une socialisation religieuse très forte, catholique, chrétienne, en général. Jean-François Médard, Jean-François Bayard, tous les deux sont socialisés scolairement et ensuite religieusement. Et donc on sent, et puis plus la carrière avance, plus on sent qu'ils se lâchent sur une forme de critique morale du régime et non plus une critique scientifique. Et puis, un autre pôle qui produit une critique souvent morale, c'est, je dirais, le pôle plus de la diaspora, qui, plus éloigné peut-être du contexte, et encore plus critique envers ceux qui restent. Et c'était un petit peu ça le propos aussi de mon ouvrage, en fait, c'était de travailler sur les loyaux, non pas les loyaux moralement au régime, mais les loyaux au sens ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de jouer le jeu des institutions parce qu'ils sont présents dans une société dont ils à laquelle ils n'adhèrent pas forcément en termes moraux, mais qui leur permet tout simplement de vivre une bonne vie ou une vie correcte. Et pour terminer, puisqu'il est déjà, j'ai déjà utilisé mes 20 minutes, qui a le droit de parler du Cameroun? Donc moi, par exemple, je me suis donné le droit, et nous tous, nous sommes donnés le droit aujourd'hui. Je pose la question parce qu'évidemment, on sait bien qu'il y a une espèce moi, ce que j'ai appelé dans le bouquin, un espace public post-colonial. Qu'est-ce que j'entends par là? Le fait que ça fait 80 ans, on va dire, peut-être beaucoup plus, qu'il y a des échanges intellectuels entre la France et le Cameroun. Des Français qui vont au Cameroun, des Camerounais qui viennent en France, ça circule. Et c'est souvent assez conflictuel. Il y a des luttes intellectuelles autour de la situation au Cameroun et qui sont liées en fait, qui sont des luttes aussi pour le droit de savoir qui a le droit de parler du Cameroun. L'un de ceux qui incarne mieux cette question-là, je pense, c'est Mongo Betty. Mongo Betty qui estime dans Main basse sur le Cameroun, qui est devenu quand même l'ouvrage un peu majeur de la critique dans les années 70 du régime, qui estime en fait que son point de départ, c'est que les intellectuels français ne font pas le travail, ne critiquent pas suffisamment le régime Ahidjo, et qu'il est donc le seul à pouvoir dire quelque chose, et il le dit de manière beaucoup plus militante que scientifique en fait. Et donc il y a des luttes, alors il y a des luttes entre Français et Camerounais, mais je pense que c'est même pas véritablement ça le clivage. Le clivage, il est beaucoup entre militants, essayistes et universitaires. Et là, je vais nous passer un petit peu de pommade. On le voit bien, Mongo Betty, encore lui, critiquait très fortement les universitaires de l'époque, les universitaires français notamment, mais pas seulement, camerounais et français, en disant « vous ne faites pas le job encore une fois, vous ne critiquez pas suffisamment le régime, etc. etc. » Et donc les universitaires sont souvent considérés comme insuffisamment porteurs d'un discours critique sur le régime. Maintenant, on est débordé par notre droite, c'est-à-dire les commissions officielles et autres, notamment la commission, on pourra revenir dessus tout à l'heure, la commission franco-camerounaise sur la responsabilité, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle, l'engagement de la France au Cameroun, qui est censé produire aussi un discours sur nos relations. Et donc je terminerai en disant qu'il faut, en tant qu'universitaire, puisque là on est majoritairement des universitaires, des spécialistes de sciences sociales, il faut absolument défendre notre position, je pense, dans la production des travaux sur le Cameroun, mais défendre nos positions, c'est aussi essayer de ne pas trop déserter l'espace du politique. C'est difficile.
On sait bien que la parole est contrainte. Il faut trouver la bonne échelle, à mon avis, pour réussir à la fois parler de manière informée, empirique, mais aussi ne pas hésiter à démontrer ces rapports de pouvoir, la question de la répression notamment, qui est une chose qui est beaucoup trop peu, et je m'inclus là-dedans, hein, beaucoup trop peu mise en lumière dans le système politique tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà pour moi. Merci.